Aujourd'hui, on va regarder les chiffres de Philip Morris. On arrive aujourd'hui à un niveau clé ici qu'on avait atteint la première fois en juillet 2012. On voit bien que plusieurs fois on a rebondi dessus, on est passé dessous. Et la question ici c'est si jamais ça casse par le bas, est-ce qu'on a quand même des bons chiffres et des bons ratios qui nous diront que derrière c'est sûrement une bonne entreprise, ou est-ce que c'est des chiffres qui seront désastreux et il vaut mieux fuir ce genre de valeur. On avait fait British American Tobacco et Altria. On va donc s'occuper aujourd'hui de Philip Morris. Alors, si on regarde ici et qu'on passe sur le revenu total, on voit que le revenu total, on est en oscillation. On a eu une mauvaise période ici entre 2014 et 2020. Alors 2020, ça s'explique ici avec le Covid, mais derrière, on a réussi à remonter. À voir si ça, c'était une mauvaise période et qu'il y a eu un redressement. Est-ce que l'équipe du management a changé? Mais l'idée d'aller voir les bilans, les rapports financiers et les conférences call pour expliquer ce phénomène. Il n'empêche que si jamais c'était une mauvaise période, on arrive aux alentours de 31 milliards. J'aurais aimé voir une croissance du chiffre d'affaires, mais une stabilité, c'est plutôt pas mal, surtout dans le secteur des cigarettes. Derrière, les revenus nets, on voit les revenus nets qui suivent les chiffres d'affaires. Logique, si on a une marge constante, on a un chiffre d'affaires en oscillation. Donc on a des revenus nets en oscillation avec un léger mieux ici à 9 milliards alors qu'on était à 8 milliards et quelques ici. Donc légèrement mieux. La marge nette qui est vraiment pas mal, on est entre 26 et 28% ici. On a eu du moins bien à 21%, mais ça reste une marge très acceptable. On est effectivement dans un environnement qui est mature. Les cigarettes, ça fait très longtemps, donc les sociétés maintenant sont également matures et peuvent avoir des marges assez importantes. Par contre, on oubliera la croissance. Comme on l'a vu avec le chiffre d'affaires, c'est souvent le genre de profil qu'on a dans des cycles, dans des environnements comme ceci. Donc une marge nette à 28%, c'est vraiment pas mal. Le nombre d'actions en circulation, très bonne nouvelle, il est en diminution, même si derrière on stagne un peu, voire on a réaugmenté quelques années, mais c'est très très léger. On arrive à se stabiliser ici. J'aurais aimé avoir encore un rachat d'actions, mais globalement, si on a fait une descente et qu'aujourd'hui on stabilise, c'est quand même un bon point. Ce n'est ni positif ni négatif, mais on est quand même sur une bonne tendance neutre, mais neutre légèrement positif quand même, puisque on est quand même plutôt dans la politique d'entreprise de ne pas rediluer l'actionnaire, mais plutôt de récupérer le nombre d'actions, et quand on ne peut pas, d'avoir des phases de stabilisation. On passe donc au screener 2. Screener 2, on a un rocher ici, alors on a un rocher qui est aberrant, à voir pourquoi, est-ce qu'il n'y a pas eu le rachat d'un concurrent, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose comme ça, n'importe quoi qui fait que quand on cède ou qu'on rachète une entreprise, on a des fois des cours qui partent dans tous les sens, à voir. Ici on voit qu'on avait du 61%, ce qui est extrêmement haut aussi, à aller voir. Je ne vais pas tenir compte de ce rocher là puisque ça me paraît aberrant. Maintenant j'irai voir les communiqués et les conférences call des entreprises qui vont sûrement le mentionner d'ici une dizaine d'années. Sur les 10 derniers, il va y avoir forcément un moment donné où le rocher va apparaître. Mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un très bon rocher sur ce genre de société. Le free cash flow qui est très bien aussi, en légère augmentation, vraiment bien. On a 9 milliards et quelques de free cash flow cette année, ce qui est vraiment pas mal. Et ça nous donne derrière un price to free cash flow qui est de 19. Ce qui veut dire que globalement, on arrive sur 19 exercices comptables pour réussir à récupérer notre investissement. C'est un peu dommage quand je vois qu'ici on était à 12. Alors quand je dis dommage, dommage pour moi, puisque aujourd'hui on est à 19, ce qui veut dire qu'en l'ayant ici, on aurait fait une bonne affaire si toutefois Philip Morris est une bonne société. Mais globalement, si c'est le cas, on a été 2 fois ici à des niveaux très bas aux alentours de 12 et aujourd'hui on a un PER de 19, enfin un price to free cash flow, pardon, de 19. La différence entre le price to free cash flow et le PER, c'est l'un est le prix sur le free cash flow et l'autre le prix sur les earnings, donc les bénéfices nets. Attention, je préfère toujours le free cash flow plutôt que les earnings, tout simplement parce que les earnings, on peut y mettre un peu ce qu'on veut dedans. Alors, ce n'est pas illégal, mais on peut avoir de la dépréciation, des amortissements, etc. Ce qui fait qu'on peut légèrement fausser la valeur. Comme je l'utilise souvent, l'exemple avec une boulangerie. Si derrière vous avez fait une année avec 1 million de bénéfices, je dis bien de bénéfices, ça veut dire que vous avez vos marges, vous avez tout retraité et vous avez fait 1 million d'argent cette année, vous avez 1 million dans les caisses. Si vous décidez d'acheter un nouveau four à pain, plus performant, plus écologique, peu importe, et il coûte 999 000, eh bien techniquement vous achetez ce four, il vous reste
1000 euros dans votre caisse, donc votre free cash flow est de 1000 euros, mais vos bénéfices sur l'année sont toujours de 1 million. Ce qui veut dire que techniquement, vous pouvez dire au monde entier, j'ai fait 1 million de bénéfices. Ça ne veut pas dire que vous avez 1 million dans les caisses, ça veut juste dire que vous avez gagné de l'argent, vous avez été profitable de 1 million sur l'année, mais vous avez dépensé 999 000. Donc s'il s'agit de verser un dividende exceptionnel, de racheter des actions ou de faire encore d'autres acquisitions de concurrents ou d'autres fours à pain, vous ne pouvez plus, à part de l'endettement, à part etc. Mais globalement, on voit l'idée qu'il ne vous reste plus que 1000 euros dans la caisse, vous ne pouvez plus. C'est la différence. Attention, ce n'est pas une mauvaise chose, ça ne veut pas dire qu'on triche, puisque votre nouveau four, il a quand même une valeur comptable de 1 million, il est tout neuf, il va peut-être vous permettre de faire beaucoup plus de baguettes à l'heure, donc vous allez pouvoir accroître votre chiffre d'affaires, votre volume, etc. Mais globalement, il vous reste quand même que 1000 euros dans les caisses et il est important d'avoir la différence. Moi, je préfère avoir l'argent, j'aime bien avoir les deux, mais je préfère, si je devais avoir qu'un seul indicateur, avoir le free cash flow. J'aime bien avoir quand même les bénéfices nets, ça me permet de voir aussi derrière ce qu'on retraite, etc. Mais les free cash flow sont très importants pour moi. On passe donc au screener 3. Je remets ici les revenus nets et le PER qui celui-ci est avec les earnings. Et on voit qu'on a un PER de 17. Pareil, en 2018, on avait eu 13, donc c'était il y a un petit moment maintenant, mais je vois que plus récemment, on était à un PER aux alentours de 15. Donc si jamais c'est une bonne société, dommage, on le verra lors de la valorisation, mais on aurait pu l'avoir plus bas. Attention, si seulement c'est une bonne société. On voit la dette ici qui augmente. Alors ici, ça me va quand on fait un peu plus de dette parce que peut-être qu'on achète des nouvelles machines ou qu'on achète des nouveaux terrains, qu'on rachète des concurrents pour avoir, parce que souvent les grosses marques de cigarettes rachètent les petits concurrents, comme ça elles peuvent étoffer leur portefeuille et leur marque. Ici on stabilise, ce qui est une bonne nouvelle, et ici un gros décroché. Allez voir pourquoi, parce que c'est souvent le cas de rachat de concurrents, surtout quand on voit que depuis les années précédentes on arrivait à stabiliser, alors où la société a eu un énorme problème et il a fallu qu'elle se finance avec de la dette, ou elle a racheté un concurrent, ce qui peut être une bonne nouvelle. Dans tous les cas ici, avec juste cette seule donnée-là, on ne peut pas le savoir, il faut aller étudier les bilans, écouter les conférences call. Mais si jamais c'est juste parce qu'elle ne pouvait pas, elle avait eu un souci et qu'elle paye, elle finance par de la dette, ça sera un très mauvais signe pour moi parce que ça veut dire que l'entreprise n'a pas derrière de trésorerie ou ne prévoit rien et subit quand il y a un événement majeur. Si par contre c'est pour acheter un concurrent, attention, ça peut être de la bonne dette puisque si derrière le concurrent en question permet de gagner beaucoup plus d'argent, ce n'est plus une dépense, ce n'est plus un endettement, c'est un investissement. Via de la dette, oui, mais un investissement. Et si l'investissement est bon, c'est une bonne chose. Donc attention, un pic de dette n'est pas forcément une mauvaise chose, il faut savoir pourquoi. C'est comme vous, quand vous achetez, vous prenez de la dette. Si vous prenez de la dette pour acheter une nouvelle voiture qui va se déprécier dans le temps, mais juste parce que vous vouliez le dernier modèle et que l'ancien, vous l'avez revendu, mais que vous êtes endetté pour avoir le tout dernier modèle ultra luxueux avec toutes les options, c'est techniquement pas un investissement, vous allez perdre de l'argent au fur et à mesure, mais vous avez toujours votre dette à rembourser. Parce que votre voiture, dans 1, 2, 3 ans, elle vaudra moins cher qu'aujourd'hui, et votre dette, il faudra quand même la rembourser. Si en revanche, vous prenez de la dette pour acheter un appartement et mettre un locataire dedans, eh bien, derrière, vous avez fait un investissement. En plus, si votre loyer est supérieur à votre crédit, vous vous enrichissez, vous gagnez de l'argent, vous avez fait une bonne affaire. Donc une dette toute seule ne veut rien dire, il faut savoir ce qu'on en a fait derrière. Ici, les capitaux propres sont en descente, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais attention, souvent sur les cigarettiers, les capitaux propres sont négatifs. Alors on l'a vu dans la vidéo avec Altria, c'est quand on arrive en dessous de 50% du capital social, donc on passe en négatif. Mais il faut savoir que le gros du gros de la puissance de frappe des cigarettiers, ce sont leurs marques de cigarettes. Donc ce n'est pas inquiétant que les capitaux propres soient négatifs, même si en général il ne faut pas que ça soit très longtemps. Ici on a quand même de nombreuses années, on a de novembre 2012 à aujourd'hui, donc à 2022, enfin de l'exercice 2023, c'est vraiment pas génial. Moi, je mets un bémol là-dessus, à aller voir pourquoi, s'il y a une manœuvre ou si c'est une stratégie, même si j'en doute. Mais évidemment, c'est dans le secteur, donc ce n'est pas dérangeant. Mais si j'ai un concurrent qui n'a pas de capitaux propres négatifs, ce ne sera que mieux. Donc ici, bémol, à aller voir pourquoi, mais déjà, BTI, il me semble que ce n'était pas dans le négatif, donc un bon point pour BTI. Et ici, la capitalisation boursière. Pourquoi je mets ce graphique-là? Parce que le nombre d'actions ou le prix de l'action ne veut rien dire tout seul, puisque des fois, vous avez un prix de l'action qui chute pendant des années, tout simplement parce que de base, il est resté stable, l'entreprise gagne toujours autant d'argent, mais il y a une dilution parce qu'il y a plus d'actions en circulation, donc le prix chute. Donc je ne regarde pas le prix, je regarde la capitalisation totale. Ce qui fait que ça m'indique bien si le marché aime beaucoup ici en 2017 cette société, et à contrario, en 2018, beaucoup moins. On voit quand même qu'on est passé de 200 milliards ici en 2017
à 79 milliards en 2018. Donc on a divisé presque par 3, les 2,5 de 70 en un an et quelques. Donc j'aime bien voir si on se situe plutôt sur un haut de marché ou un bas de marché. Ici, on voit bien que sans surprise, dans un secteur mature et une société mature, on se stabilise. On a des hauts, des bas, des hauts, et on voit bien qu'ici, on est à peu près à la médiane. Donc ici, ni bon ni mauvais. Voilà, si je dois conclure, Philippe Maurice, entreprise pour moi moyenne dans un secteur mature. À voir si c'est pour le dividende, on verra la prochaine fois. À voir la valorisation, puisque aussi bien je me trompe complètement et les chiffres sont excellents. Mais en attendant, les ratios ne sont pas géniaux. On n'est pas sur du chiffre en croissance, des marges en croissance, et on n'est pas sur un PER ou un price to cash flow hyper attractif. On a vu un peu mieux sur BTI. Maintenant, à voir, on pourra avoir une bonne surprise la prochaine fois qu'on fera la valorisation. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut!